Aujourd'hui, j'aborderai avec vous en fait la question du Sorco dans le mythe sans rêve de Cham. Je commencerai par dire en fait que je suis Urchin Onima, doctorant à l'Université de Nantes et au sein du Centre de recherche en histoire internationale de l'Atlantique. Et je travaille sur la représentation du Bilad al-Soudan dans la littérature arabo-musulmane et les premières relations des voyageurs chrétiens du XIVe au XVIe siècle sous la direction de messieurs Yann Lignereux et Antonio d'Almeida Mendes. Ce travail, je le mène en questionnant les sources arabes et chrétiennes dans l'optique de voir comment les Soudans, donc en l'occurrence les Noirs, et en général l'homme dans sa diversité ethnique et religieuse, est représenté ou construit à cette période dans l'espace ouest-africain actuel. De ce fait, c'est un triptyque de la représentation humaine au Bilad al-Soudan. Et ainsi, une partie de mon travail, de ce travail, en fait, me conduit à aborder la question de la représentation humaine entre les Soudanais, ce qui me conduit à la construction identitaire de la population Sorco que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Ethnie de pêcheurs piroguiers, les Sorcos sont une population ouest-africaine installée le long du fleuve Niger entre la région du Dandi, qui correspond aujourd'hui au nord du Bénin, et la région lacustre de Djenné, dans l'actuel Mali. C'est dans la chronique soudanaise intitulée Le Tarek el-Fetaj, rédigée par Mahmoud Kati et Ibn al-Mortar, que nous retrouvons le discours sur les Sorcos. Et rappelons que cette chronique a été rédigée à la gloire de la dynastie des Askia et plus particulièrement à la gloire de l'Askia Mohamed Ier. Cependant, c'est entre ces lignes que nous trouvons rédigées, c'est entre ces lignes que nous trouvons construit un discours autour de certaines populations, notamment les Sorcos, qui sont peinturés comme ayant une ascendance servile en lien avec Noé. Ce qui nous conduit à nous demander ou nous interroger sur le potentiel lien qu'on peut faire entre les Sorcos et le mythe de Cham islamique. Mon propos s'articulera comme suite. Dans une première partie, nous verrons en fait brièvement le contexte géographique et historique de l'Empire Sanré, et avant d'aborder le mythe de Sorco et son interprétation dans une deuxième partie. Et dans une troisième partie, nous ferons le lien entre le mythe de Cham et celui de Sorco. Je dirais en fait que historiquement, le Sanrai correspond à un empire, en fait, l'empire ouest-africain inscrit sur le bassin le long du fleuve du Niger, et qui succède sur le plan chronologique à l'empire du Mali entre 1464 et dès 1450 et 1591. C'est sous le règne de Soni Alibert en 1464, qui a régné de 1464 à 1492, que le Sanrai devient un véritable empire et qui marque le coup, Soni Alibert, avec la prise de Tombouctou en 1469. En 1492 en 1492, la dynastie des Soni va prendre fin avec sous le règne de Soni Baro, fils de Soni Alibert, qui est défait à la bataille de Anfaro par des troupes ou les partisans de Soni, de l'Askia Mohamed, et par les partisans de l'Askia Mohamed, qui permettront en fait l'ascension de la nouvelle dynastie, l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Askia. Et en 1591 a lieu la bataille de Tandibi, au nord de Tombouctou actuellement. Cette bataille va opposer le peuple, l'armée Sanré, à l'armée des Banu Zaïden, ou appelés aussi les Saadiens. La présentation que je peux faire en fait du mythe de Sorco
à celui-ci, c'est que le Tarek el-Fettach nous dit que après le déluge, Noé se trouvait dans un endroit désertique et il possédait des esclaves, en l'occurrence des femmes dénommées Massi, Soura, Katou, Diara et Sabat, toutes filles de Syrie, lui aussi esclave de Noé. Et dans cette même région, s'était endormi un génie maléfique, un génie maléfique et laid, nommé Houj, lequel y eut un rêve érotique duquel il eut en fait une éjaculation. Et le Tarek el-Fettach de préciser que son sperme coulait comme un torrent. Cependant, les femmes de Noé les femmes esclaves de Noé susmentionnées en fait étaient allées à la quête de bois. Au retour, elles prirent le sperme de Houj pour de l'eau et s'y plongèrent. Toutes devinrent par la suite enceintes du sperme de Houj, précise le Tarek el-Fettach. Lorsque vint en fait la période de délivrance, chacune accoucha, donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Massi eut pour enfant Dianké Meibounou, Soura eut Bono et Siré, Katou, Tambo et Ubo, Diara, Kurunkoyi et Sarah, Sabat eut pour enfant Sorko et Nara. Une fois grands, ces enfants et leur mère obtinrent de la part de Noé la permission de s'installer près du fleuve, à condition de verser à Noé une redevance en poissons pêchés annuellement. Et installés près du fleuve, ils se marièrent entre eux, et Sorko épousa Sarah, et il fut le père de la tribu des Sorko. Cependant, ils se séparent à nouveau. Sorko, Dianké et Kurunkoyi s'installent près du fleuve et des îles, et ils eurent en fait une nombreuse progéniture, dit le Tarek el-Fettach. Entre-temps, une tribu des Béni Israël vint s'installer dans la région, et un des rois de cette tribu décida en fait de s'emparer de Dianké, Kurunkoyi et Sorko et de leurs enfants. Sorko se laissa convaincre par ses frères parce qu'il était, dit le Tarek el-Fettach, le plus jeune, stupide, sot et ignorant. Ils dirent à Sorko, ô Sorko, dis aux envoyés du roi qu'il n'y a parmi nous personne ayant appartenu comme esclave à Noé, à l'exception de toi-même et de tes enfants. Si tu dis cela, nous échapperons, nous autres, à la captivité, et plus tard, nous chercherons le moyen de vous racheter. Sorko se conforma à leur conseil, et les envoyés du roi s'emparèrent de Sorko et de ses enfants. Tel est, conclut le Tarek el-Fettach, le récit que j'ai entendu de mon maître. De ce récit, en fait, sur les sorcos proposés par le Tarek el-Fettach, quelle interprétation pouvons-nous en faire? Nous avons tiré en fait deux interprétations majeures, une liée même à la condition d'esclave, l'autre à celle liée au plan purement politique, aux mutations politiques qui se produisent au Sanrail au XVIe siècle. L'élément lié à l'esclavage est tel que ce mythe des sorcos est une codification locale d'une pratique qui avait déjà cours, notamment en fait celle de l'esclavage dit de case. Et c'est en se servant du mythe de Cham, je pense, que les lettrés Sanrais décident de codifier, donner un caractère légal à la servitude des populations ouest-africaines, en l'occurrence celle des sorcos. Sur le plan purement politique, c'est une codification. Cette codification est la conséquence du bouleversement politique qui se produit dès 1492 avec l'avènement de la dynastie des Askia, qui, à la base, est une dynastie d'origine étrangère à l'Empire Sanrai. Le Sanrai qui, sur le plan purement historique et avec une chronologie purement linéaire locale, le Sanrai est constitué à la base d'une ethnie qui a constitué en fait l'État et qui a gouverné jusqu'en 1492.
Et en 1492, c'est l'alliance des Askia et des troupes, de la tribu, des populations touareg de la région de Tombouctou qui va conduire à l'avènement des Askia et l'effacement des, des sunnis au pouvoir. Cet avènement va engendrer certaines codifications, notamment les codifications des hommes libres et esclaves au sein de l'Empire. Et pour finir, en fait, dans la troisième partie, le mythe de Cham arabo-islamique, du mythe de Cham arabo-islamique, nous avons plusieurs versions. Et nous avons décidé en fait de retenir en fait celle de Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, qui à la fois conteste le mythe de la généalogie de Cham dans un sens, mais sa version permet d'avoir un regard plus large, plus général en fait du mythe de Cham dans la société arabo-musulmane. Et Ibn Khaldoun dit ceci: des généalogistes qui ne connaissent rien à la nature des choses ont imaginé que les Noirs sont les fils de Cham, fils de Noé, et que le choix de leur couleur de peau est le résultat de la malédiction de Noé, qui aurait causé la noirceur d'épiderme de Cham et l'esclavage infligé par Dieu à ses descendants. Ce mythe, en général, dans la société arabo-musulmane, est celui en fait d'une assignation à la servitude liée à la couleur de la peau. Ce qui était assez répandu en fait dans le monde arabo-musulman médiéval et début d'époque moderne, jusqu'au début du XVIIe siècle, parce que le lettré ouest-africain Ahmed Baba contestait encore en 1617 cette version. Assignation d'une couleur à la servitude. Le mythe de Sorko, lui, par contre, nous apparaît comme étant une assignation ethnique, une assignation d'une ethnie à la servitude, tout en convoquant des éléments empruntés au mythe arabo-musulman de Cham. C'est ainsi que se termine ma communication de ce jour. Je vous remercie.